à laquelle se référait René. Et ça ne se surmonte pas sans produire une sorte d'analyse. Les Espagnols et les Portugais ont mis 10 ans à analyser le contentieux entre eux-mêmes et puis tout ce qu'ils avaient fait en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Ça s'est fait à travers une encyclopédie éthique. Donc Reyes Maté a demandé d'écrire à la fois aux philosophes d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et aux philosophes espagnols et portugais, parce que c'est une façon d'aborder les problèmes d'aliénation dans le passé, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse en tirer des leçons pour le présent. Rien n'a été fait, par contre, pour analyser le contentieux de l'Europe et du Maghreb, en particulier de la France, ni non plus pour analyser le contentieux avec l'Afrique tout entière. Et ça, c'est capital. Et c'est une participation, donc, volontaire par omission à la façon de laisser donc des peuples entiers victimes d'épidémies, de misère, et puis des abus de pouvoir de leurs dirigeants. Il y a une responsabilité de l'Europe dans la situation actuelle, et ça ne va pas, et ça n'ira pas sans une analyse et sans une participation des intellectuels de part et d'autre. Personnellement, voilà, au risque de museler une fois de plus les gens, je vais prendre une pause et je demande à ce que Patrice prenne ma place. Je suis invité là, parce que si on change de table, on peut poser la question. Nicolas, tu peux la poser. Maintenant, on ne change pas de table, je demande à Patrice de prendre la place pour qu'on ne change pas de table. Nicolas, c'est la dernière question, tu la poses. Oui, parce que en fait, c'est une question pas du tout philosophique, parce que je sais pas faire. C'est par rapport à vous, Bruno Cagny. Vous avez questionné la gueule du département actuel par rapport à ses souvenirs de chez moi. Et j'ai bêtement regardé la tribune, bêtement regardé le programme. Et puis il y a un truc qui me vient à l'esprit. Alors je vois qu'il y a deux femmes, des anciennes de Paris 8. Et puis je me dis, mais dans le département, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont été recrutées ces dernières années. Et elles ne sont pas là, même pas dans l'assistance. Non, c'est pas une question de... C'est juste... Est-ce qu'à Vincennes, c'était très masculin, le département de philo, en termes de collectif enseignant, hein, je parle. C'est ça qui fait qu'il y a une espèce de séparation qui a l'air de se manifester là, du moins ce que j'en ressens personnellement, d'autant plus qu'il a été beaucoup fait allusion, beaucoup parlé de la sodomie comme étant l'ouverture au monde. Et je me dis, mais il y a aussi le coït vaginal qui est une ouverture au monde. Et moi je suis homo, je pose la question parce que je suis homo justement, parce que j'ai l'impression que là on est fermé entre mecs. Voilà. Et c'est parce que vous avez posé la question du département. Et là, c'est manifeste et je me dis, mais il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Ah non, parce que c'est quand même impressionnant. Moi, juste une petite remarque sur la sodomie, je ne sais pas en quoi ça nous enfermerait entre mecs.
c'est mal. Je fais un petit mal, quoi. Tout simplement. Si personne ne souhaite répondre immédiatement, on pourrait peut-être prendre la pause. Donc 10 minutes de pause. Qu'est-ce que vous faites les images? Bon, ben, je ne savais pas qu'il voulait faire une pause là. Donc ça me torche la nuit. Elle me voit. On n'a pas le temps de passer après. Ouais. Nous allons reprendre et la première communication donc, est celle de Didier Moreau d'un mauvais traitement infligé à Émile, la figure du pédagogue selon René Scherrer. Vas-y. Alors, je voudrais présenter ici quelques réflexions qui tentent toutes à montrer que la contribution de René Scherrer à la question pédagogique est capitale pour nous. Elle a instauré une critique salutaire de certaines perspectives éducatives particulièrement réactionnaires, et que si elle a procédé de manière nettement provocatrice, toute tentative de l'y réduire, donc à cette provocation, est une injustice intéressée. Et pour ce faire, je vais devoir montrer en quoi je me sépare précisément de la lecture que fait René Scherrer de Jean-Jacques Rousseau. Alors si on est attentif au texte de René Scherrer, Émile Perverti, paru en 1974, il semble bien que la lecture qu'il propose de l'Émile découle précisément de la lecture que Jacques Derrida vient d'en proposer quelques années plus tôt, en 1967. Je propose donc ici une hypothèse, et j'aimerais qu'elle soit discutée, car bien sûr je la crois juste. Voici la teneur. René Scherrer comprend Derrida mieux qu'il ne s'est compris lui-même, selon la formule classique de l'herméneutique reprise par Kant et Schleiermacher, toute la tradition. Mais cette compréhension conduit à une interprétation aporétique de l'Émile. Ceci est la première partie de l'hypothèse qui conduit à la suivante. René Scherrer ne pourra lever cette aporie que tardivement dans ses écrits autour des utopies nomades et de la question de l'hospitalité, où il sera de nouveau question, indirectement, de Derrida. Mais il s'agit simplement d'une hypothèse, et bien évidemment, je ne prétends pas avoir compris René Scherrer mieux qu'il ne s'est compris lui-même. Dans Émile Perverti, René Scherrer part donc d'un passage remarquable de la grammatologie de Derrida, qui lui permet d'interpréter l'Émile comme une œuvre paradoxale dans laquelle Rousseau libérerait l'enfant de telle façon qu'il puisse devenir le moteur des bouleversements sociaux, mais aussitôt pour l'enfermer dans l'éducation. Les pédagogues deviendraient ainsi les tiers entre la nature et la société, qui empêcherait l'enfant d'accéder au statut émancipé correspondant à ses potentialités. Derrida note que le supplément chez Rousseau désigne dans le même geste l'écriture et l'éducation. Je cite Derrida. Dans les Confessions, au moment où il explique comment il est devenu écrivain, Jean-Jacques décrit le passage à l'écriture comme la restauration, par un certain type d'effacement calculé, de la présence déçue de soi dans la parole. Page 204. Rousseau ferait ainsi l'expérience d'une présence pleine impossible, malgré le privilège de la phonée, et se tourne alors vers l'inscription de traces, qui ne peuvent, donc de l'écriture, qui ne peuvent y suppléer que dans leur propre auto-effacement, dans leur propre auto-superposition. On assisterait alors à un basculement vers la mobilité des formes, vers les métamorphoses. Mais le coup de génie de Derrida est d'avoir identifié cette impossible inscription de soi, de l'écriture, à l'inachèvement de l'éducation. Je cite Derrida. Toute l'organisation et tout le temps de l'éducation seront réglés par ce mal nécessaire, il cite Rousseau, suppléer à ce qui manque, et remplacer la nature. En résumé, la suppléance chez Rousseau interdit la perspective d'une parousie, d'une présence achevée, parachevée de l'homme. La suppléance chez Rousseau réoriente plutôt la question éducative vers le schème de la métamorphose. Une totale plasticité éducative, et non plus une conversion à la vérité de l'être, telle que, selon Derrida, l'ontothéologie orientait la formation humaine. Mais cette plasticité, pour Rousseau, ne peut plus suivre les modèles de la vertu antique. Pour Rousseau, on ne
peut plus à la fois former l'homme et le citoyen. Dès lors, la suppléance éducative, dans la lecture qu'en propose René Scherrer, correspond à une bifurcation. Soit, d'un côté, une chance pour l'humanité, donc cette suppléance, ce supplément qu'il faut apporter serait une chance pour l'humanité, entendu par là pour son émancipation, ou bien l'origine de la perversion humaine. Quelle est l'origine de cette bifurcation? Selon que la suppléance recherche une structure orientée sur le réel, ou se dirige sur le virtuel, dit René Scherrer, virtuel de la demande du pédagogue, il convient donc pour Rousseau de retancher la demande, au sens de Lacan, du côté de l'éducateur. Mais ce n'est pas ce que privilégie la lecture de René Scherrer, qui accentuerait plutôt chez Rousseau une mise en garde contre la dangerosité de l'enfant, et cette dangerosité a un double point d'ancrage. Premier point d'ancrage, échapper au précepteur. Deuxième point d'ancrage, suppléance à l'objet naturel du désir. C'est page 25. Rousseau ne serait pas loin lors de préfigurer un Luc Châtel évaluant les comportements de l'enfant de 5 ans. Cette dangerosité vient donc, dans la lecture de René Scherrer, d'un double manque. Manque du regard adulte qui surveille, comme manque d'un objet naturel gratifiant. Le dangereux supplément est la troisième face, alors, de l'impossibilité d'atteindre la complétude. L'enfant doit être freiné dans sa propension à s'accorder lui-même un supplément à sa nature en vue d'une jouissance immédiate. La sexualité de l'enfant fait son apparition sur la scène pédagogique et le pédagogue entre alors en scène comme celui qui seul peut protéger l'enfant contre lui-même. Page 26. Incapacité donc à se voir soi-même, nécessité du tiers miroir qu'est le précepteur qui dès lors se croit investi d'un devoir de surveillance. Donc impossibilité d'une fusion éducative, mais aussi impossibilité de se procurer soi-même ce qui manque pour l'enfant. Le mythe de l'androgyne est sous-jacent. Et René Scherrer aura raison de penser que la seule réponse possible que Platon ait pu lui apporter est celle d'un Éros désexualisé, dans la figure du Socrate éducateur du banquet. On saisit mieux alors pourquoi, selon Rousseau, Émile doit être orphelin, et pourquoi aussi le gouverneur devra être le double d'Émile. Le mythe de l'errance dans le monde, à la recherche de sa moitié perdue, est un mythe central des morphèmes éducatifs. C'est ici que René Scherrer construit la figure d'Émile perverti. Il s'agit d'un mauvais traitement infligé à Émile. Selon René Scherrer, la perversion qui est faite à Émile est une conversion qui sera effectuée par le pédagogue vers la vérité de l'adulte. Cette conversion suppose la désexualisation ou le renoncement au dangereux supplément, dans l'attente de la sexualité adulte. Contre cette conversion, Scherrer proteste en défendant la thèse qu'il n'y a pas deux sexualités, infantile et adulte, mais une seule, que l'on sépare arbitrairement par la frontière pédagogique. L'idée même de René Scherrer est que cette sexualité, comme figure des passions, est le moteur même des associations libres par lesquelles s'effectue le déploiement de soi, humboldtien, donc dans la formation de soi, l'éducation, entendue comme Bildung. Ce que je voudrais argumenter ici, mais je vais faire très brièvement, car je viens d'autre part trop tard pour participer à une discussion sur l'ouvrage, c'est que René Scherrer inflige en fait, à mon avis, un mauvais traitement à l'Émile. Et ce mauvais traitement est du même ordre. L'Émile est, pour René Scherrer, le point de départ d'une vision pédagogique de l'enfance orientée vers cette idée du différement. Lorsqu'il dit que la suppléance devient dans l'Émile un différement. Il le dit, page 66. Je cite, « Une société qui considère l'état d'adulte comme un arrêt du développement de l'individu, caricature de la destination de l'homme. » René Scherrer pense que l'Émile tombe finalement dans le piège qu'il a lui-même tendu à l'enfant, c'est-à-dire d'une fausse sortie dans laquelle on se trouve prisonnier. Si le supplément éducatif est orienté vers le différement, cela signifie que le projet de Rousseau participerait désormais de l'organisation de la parousie, du dispositif de la pleine présence d'une naissance de l'homme obtenue par l'éducation. La mise sous surveillance d'Émile, qui donne lieu à une organisation panoptique selon René Scherrer, n'aurait alors d'autre fin que d'obtenir cette parousie sans distorsion. Mais, à mon avis, cette lecture ne rend pas justice à l'Émile. Et René Scherrer lui-même a quelques hésitations. Je vais présenter quelques objections. Première objection, le thème de la nature. Rousseau n'a de cesse de vouloir faire échapper la nature humaine au péché originel, suivant cela la nature qui permet l'éducation chez Comenius. On peut voir la réponse qu'il fait à Christophe de Beaumont, lequel était visiblement inspiré par Saint-Cyran.
Ce modèle, le modèle de Rousseau, est plutôt celui d'un cosmos stoïcien qui permet de redéfinir la vertu, but de l'éducation, comme une vertu éthico-civique et non comme une vertu morale. Cette nature est donc horizontale et non transcendante. Elle permet la perfectibilité des êtres. L'éducation ne corrige pas la nature, elle lui supplée donc. Dans cette nature, chez Rousseau, il n'y a pas de hiérarchie des êtres, ni de paradigme à rechercher, surtout pas l'adulte, mais une transformation métamorphique par l'expérience. Ce n'est pas un fait séparé que cet intérêt de Rousseau pour la botanique, et on saura que Goethe donc va développer à partir de là les avancées théoriques qu'on connaît. Deuxième objection, l'impossibilité du pédagogue chez Rousseau. Selon Rousseau, le gouverneur ne peut pas être un mercenaire. Il doit être l'ami du père en tant que supplément de la nature. Donc on suppose qu'il entretiendra avec son élève une relation de bienveillance originelle. Deuxièmement, le gouverneur devra avoir été lui-même, ou devrait avoir été lui-même, un excellent élève, ce qui pose le problème du premier maître, qui ne peut être que soi-même. Troisième point, il doit être le plus jeune possible, ce qui le détache visiblement de l'âge adulte, pour attirer la confiance de l'enfant dans ses amusements. Ruse pédagogique, dira Michel Fabre, mais rapport non voilé au plaisir du jeu, je dirais même des jeux et de leur érotisation. Le gouverneur, pour Rousseau, n'est donc pas un précepteur au sens strict, mais bien un gouverneur. Je cite Rousseau, il ne doit point donner de préceptes, il doit les faire trouver. On retrouve cela en action dans la forêt de Montmorency, dans laquelle Jean-Jacques se perd avec Émile, lequel se retrouve en inversant la relation pédagogique. Livre 3. Troisième argument, la figure d'Émile. Et surtout, à mon avis, ce que René Scherrer ne prend pas assez en compte, c'est qu'Émile n'est pas n'importe qui. Si, comme le dit Rousseau, le pauvre s'éduque seul, si le riche peut devenir pauvre, alors il faut préparer l'élève à toutes les conditions. En clair, le but de l'éducation n'est pas d'obtenir un état achevé, c'est une aptitude stoïcienne, pour moi, à la métamorphose. Il s'ensuit, pour Rousseau, qu'Émile doit être doué pour être élève. Je cite Rousseau. « Je ne sais point apprendre à vivre à qui ne songe pas à s'empêcher de mourir. » Ce qui éclaire d'un nouveau jour l'usage que fait René Scherrer du célèbre passage de Nietzsche contre les éducateurs, on s'éduque seul. D'où le thème du double. Émile ne devrait avoir aucun précepteur si ce n'est lui-même. Paradoxe d'une éducation de soi. On ne peut pas sortir de la corruption par une éducation qui serait déjà nécessairement corrompue. Un état hypothétique qui n'existera jamais, le projet d'une éducation impossible dont on va montrer les principes, la structure, en sachant qu'elle n'est pas réalisable, pour Rousseau. D'où Pestalozzi. Pestalozzi sur lequel Scherrer ne dit rien, alors qu'il évoque malicieusement les établissements de Basdorf et de manière très critique la vision ruraliste que l'on trouve parfois chez Célestin Freinet. Dernier argument, et à mon sens le principal, la perfectibilité comme inachèvement. Il y a une référence appuyée à Georges Lapassade dans cet ouvrage, donc à son ouvrage L'entrée dans la vie, sur le thème de l'inachèvement structurel de l'homme. C'est là, à mon avis, que se durcit ce que j'appelle le mauvais traitement à l'Émile. Lorsque René Scherrer fait soutenir par Rousseau la thèse d'un état de maturité, page 68. René Scherrer lui-même doute d'avoir raison lorsqu'il dit que l'Émile contient sur ce point des propositions dont la justesse serait incontestable. C'était détourné de l'orientation du discours qui les porte, page 68. Rousseau, du fait de la perfectibilité, n'a jamais supposé un tel achèvement. Tout au contraire. Moi, personnellement, je défends la thèse que l'aspect principal de la révolution rousseauiste consiste à rendre à nouveau possible les éducations métamorphiques. Et il y a un argument parmi d'autres, c'est ce passage, ce célèbre passage du livre 4 de l'Émile, où le sens même de la communauté est renvoyé du côté de la finitude. Vous connaissez ce passage, j'en cite quelques lignes. C'est la faiblesse de l'homme qui le rend sociable, ce sont nos misères communes qui portent nos cœurs à l'humanité. Tout attachement est signe d'insuffisance. Si chacun de nous n'avait nul besoin des autres, il ne songerait guère à s'unir à eux. Tous les hommes sont nés nus et pauvres, tous sujets aux misères de la vie. Enfin, tous sont condamnés à mort. Voilà ce qui est vraiment l'homme. Voilà de quoi nul mortel n'est exempt, dit Rousseau. Donc, sur le fond, je suis bien d'accord avec René Scherrer. Les pédagogues de la conversion ne favorisent pas l'émancipation des élèves, à cause du principe transcendant. Le précepte, comme dit Rousseau, donc principe transcendant, auquel ils obéissent. C'est pourquoi il faut examiner avec Fourier, maintenant, l'idée même d'une éducation par soi, avec d'autres que soi. Les gens, je vais prendre une pause et je demande à ce que Patrice prenne ma place.
Je suis invité là, parce que si on change de table, on peut poser la question. Nicolas, tu peux la poser. Maintenant, bon, on Ça va, ça va. ne change pas de table. Je demande à Patrice de prendre la place pour qu'on ne change pas de table. Nicolas, c'est la dernière question, tu la poses. Oui, parce que en fait, c'est une question pas du tout philosophique, parce que je ne sais pas faire. C'est par rapport à vous, Bruno Cani. Vous avez questionné la gueule du département actuel, à laquelle se référait René. Et ça ne se surmonte pas sans produire une sorte d'analyse. Les Espagnols et les Portugais ont mis 10 ans à analyser le contentieux entre eux-mêmes et puis tout ce qu'ils avaient fait en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Ça s'est fait à travers une encyclopédie éthique. Donc Reyes Maté a demandé d'écrire à la fois aux philosophes d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et aux philosophes espagnols et portugais, parce que c'est une façon d'aborder les problèmes d'aliénation dans le passé. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse en tirer des leçons pour le présent. Rien n'a été fait. Par contre, pour analyser le contentieux de l'Europe et du Maghreb, en particulier de la France, ni non plus pour analyser le contentieux avec l'Afrique tout entière. Et ça, c'est capital. Et c'est une participation, donc, volontaire par omission à la façon de laisser donc des peuples entiers victimes d'épidémies, de misère, et puis des abus de pouvoir de leurs dirigeants. Il y a une responsabilité de l'Europe dans la situation actuelle, et ça ne va pas, et ça n'ira pas sans une analyse et sans une participation des intellectuels de part et d'autre. Personnellement, voilà, au risque de museler une fois de plus. Par rapport à ces souvenirs de chez moi, et j'ai bêtement regardé la tribune, bêtement regardé le programme, et puis il y a un truc qui me vient à l'esprit. Alors je vois qu'il y a deux femmes, des anciennes de Paris 8. Et puis je me dis, mais dans le département, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont été recrutées ces dernières années. Et elles ne sont pas là, même pas dans l'assistance.